Plus que jamais, amis et ennemis, bonsoir. Merci d'être présents pour ce nouveau numéro de Tribun, consacré ce soir à l'immigration. J'espère que vous êtes déjà nombreuses et nombreuses à nous, nombreuses et nombreux, pardon, à nous suivre. Voilà, avec nos deux débattants du soir, Briac et Sofiane, qui vont se présenter. Sofiane d'abord. Je m'appelle Sofiane, salut. Salut. Comme par hasard. Comme par hasard, en effet. Je suis étudiant L2 géoaménagement et je suis venu pour débattre sur les enjeux de l'immigration en France. Et Briac. Moi, du coup, je m'appelle Briac, je suis en L2 Histoire, et comme de par hasard, je viens aussi débattre sur l'immigration. Comme une corrélation c'est fou. C'est vrai que je t'ai vu dehors tout à l'heure, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et ça s'est fait comme ça. On est très accueillants ici, je veux dire, voilà, c'est une confrérie. Hein, Merci d'être là, en tout cas, messieurs, ce soir. Première partie d'abord sur une revue d'actualité, comme d'habitude, et puis ensuite, on va parler de l'immigration, avec des questions, des grandes questions thématiques que je vais vous poser, puis le débat se nourrira de tout cela. Voilà, merci d'être avec nous vraiment ce soir. Deux petites choses. D'abord, merci à Tara. Alors, je vais reprendre mes notes pour ne pas se tromper. Merci à Tara, Léa et Romain qui nous ont fait donation dans le cadre d'une campagne de dons pour la prospération de notre association. Merci à elles et eux. Et puis, rappel aussi des élections étudiantes, un petit teasing, profitons-en, puisque nous organisons en partenariat Tribun et en partenariat avec Radio Rec, lundi soir, un débat avec l'ensemble des têtes de liste au conseil d'administration et au conseil académique. Ce sera à 19h, ce sera sur cette même antenne, présentée par Amanda de Tribun et Nathan de Radio Rec. Donc, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous suivre également. On va passer directement à notre vue d'actu. Voilà, première partie de cette émission avec le meurtre de Thomas à Crépol dans la Drôme. On en a beaucoup parlé, les médias en ont beaucoup parlé. J'aimerais d'abord une réaction de votre part à tous les deux, et puis ensuite je vous poserai quelques questions sur cette affaire. On va commencer par Briac, une réaction sur cette sinistre et triste affaire. Moi déjà, j'aimerais rappeler que, évidemment, toute mort est une tragédie. Que actuellement, dans des tensions comme on est actuellement, ça fait un peu comme une épée au-dessus de notre tête. On ne sait jamais ce qui va arriver. Et que même dans les petits villages, il peut y avoir de la barbarie. Voilà. Dans des villages d'ailleurs où on n'aurait jamais pensé, je veux dire, souvent on dit que ça dans des communes urbaines, et là c'est vraiment dans la France profonde. Moi je vais le dire quand même, Crépol, je ne savais pas du tout où c'était. Et vu les circonstances, j'aurais bien aimé ne pas le savoir. Et voilà. Bien sûr. Sofiane ? Je rejoins ces propos. Encore une fois, tout meurtre est une tragédie. Le fait que ce soit en plus des jeunes, je trouve que ça aggrave la situation. C'est des vies gâchées. Et je pense aussi à leurs proches, aux familles qui sont déchirées par ces pertes. Et c'est sûr que voir que ce genre de choses peut arriver n'importe où en France, aussi bien dans des campagnes aussi reculées, c'est pas tant une aggravation du danger qu'on a l'impression qu'il soit partout. C'est une tragédie, et les tragédies, elles frappent là où on l'attend pas. Donc, encore une fois, c'est comme toute tragédie, c'est une chose qui provoque de la peine, de la tristesse, et c'est quelque chose qui, au lieu de diviser les gens, devrait les rassembler pour trouver des solutions. Bien sûr, et on partage toutes et tous évidemment l'émoi que cela a suscité. Par rapport à cette affaire et à sa poursuite, j'ai envie de dire, tout ce qui touche au-delà de cette affaire, on a les manifestations des membres de l'ultra-droite à Romans-sur-Isère, qui est une commune pas très loin de Crépol. On en a beaucoup parlé également dans les médias. Pensez-vous que cette affaire, justement, et tout ce qui l'entoure, peut représenter finalement une forme de goutte d'eau pour certains, et ainsi faire scinder la France en deux camps qui s'affrontent? Je rappelle la phrase de feu Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur qui nous a quittés il y a quelques jours maintenant, et qui, lorsqu'il avait quitté son poste en octobre 2018, avait prononcé ces mots. Aujourd'hui, je cite, « Nous vivons côte à côte, je crains que demain nous vivions face à face ». Quelle est votre réaction par rapport à cette phrase, et puis par rapport
à ce questionnement que je vous ai exposé. Sofiane d'abord. Ben, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait temporaliser. Je pense que les gens qui souhaitent vivre côte à côte le font déjà, et ceux qui souhaitent vivre face à face le font aussi. Je pense que... Mais comment faire justement? On parle beaucoup d'unité, on parle beaucoup de rassemblement autour de l'idée de nation. Comment on peut faire justement? Quelles idées les étudiantes, les étudiants, la jeunesse aussi, parce qu'on est une émission qui s'adresse beaucoup à la jeunesse. Comment on peut faire pour faire rassembler les gens? Pas que ça soit utopique, pas qu'on vise dans le monde des bisounours, mais au moins qu'on ait une idée de rassemblement, quoi. Parce que tu fais ce constat-là qu'il y a des gens qui vivent face à face. Comment on fait pour... Ben, déjà, c'est les gens qui vivent face à face, c'est les gens qui ne communiquent pas. C'est des gens entre qui il n'y a pas de dialogue. Et c'est un peu pourquoi on est là aujourd'hui. C'est justement pour instaurer ce dialogue, pour résoudre les incompréhensions et pour montrer qu'au-delà de ces incompréhensions, il peut y avoir un rapprochement. Pour revenir aux propos de Gérard Colombin, Gérard Collomb. Collomb, Gérard Collomb. qui, en fait, ces propos peuvent être repris pour prophétiser une tendance dramatique de la société française où la lutte intestine serait inévitable. C'est ce que je vois comme une menace de guerre civile qui peut être reprise aussi bien par l'extrême droite que l'extrême gauche pour accentuer encore plus ces clivages. Encore une fois, je pense que c'est pas la voie à suivre, particulièrement pour nous autres jeunes. Toi, tu penses que ça contribue à attiser justement une forme de peur envers des gens qui sont pas forcément aussi sensibilisés à ces questions-là, et donc à travers des discours dans les médias, on distille une forme de peur, selon toi? Oui, Ouais. oui, c'est tout à fait ça. C'est la goutte de trop, comme si il n'y avait pas de tragédie avant et comme s'il n'y en aura plus jamais. Encore une fois, on ne vit pas dans un monde utopique. Ce genre de choses arrive. Et la pire chose à faire après cela, au lieu de se rapprocher pour, euh, pour partager ensemble notre peine, ce serait de recourir à une sorte de punition collective où on désignerait un ennemi, un coupable, un bouc émissaire qu'on devrait punir et enfin attiser des haines qui n'ont pas lieu d'être. Briac? Faut que je parle sur quelle question Une réaction par rapport aux propos de Sofiane, et puis moi, justement à la réaction des propos de feu Gérard Collomb. Moi, je pense qu'actuellement, on peut vivre côte à côte, et on doit vivre côte à côte. C'est le principe du vivre ensemble. Que généralement, je constate, et je peux me tromper, que c'est souvent une minorité qui pose problème. Et généralement, la majorité des gens sont pour vivre ensemble, côte à côte. Du moins, je pense. Encore une fois, je peux me tromper. Et qu'il ne faut pas qu'on passe sur une division, mais sur une union, comme l'a très bien dit Sofiane. Et aussi qu'on ne laisse pas la peur nous envahir. Car quand il y a peur, il y a des réactions disproportionnées. Il y a des violences. Il y a plein de choses qui font que du coup, le mouvement qui peut être honorable perd en crédibilité. Et du coup, vis-à-vis de l'espace public, on perd un peu cet esprit de débat, cet esprit d'écoute pour de la violence. Et ça, c'est juste inacceptable. Violence d'ailleurs que l'on condamne de toutes parts. Ah, mais Et c'est pour ça que cette émission droite, sert aussi à apporter de la pédagogie et de la hauteur de vue sur ces questions-là également. Une réaction au propos de Briac, est-ce que tu les partages? J'aurais juste besoin de revenir sur le fait de désigner, encore une fois, cette même minorité qui dérange. J'aimerais beaucoup nuancer ce propos-là, parce que si elle dérange, c'est parce que d'un côté, c'est un peu une minorité qui n'a pas le droit à l'erreur. Mhm. C'est une minorité qu'on ne nomme pas, c'est devenu un réflexe, mais je pense qu'il faut le dire, que cette même minorité est toujours envoyée à ses origines, comme si elle ne faisait pas partie de la France, alors que dans les faits, elle le fait. Elle est née ici, elle vit ici, elle a grandi ici. Et c'est en marginalisant ces gens qu'on considère différents, alors qu'ils ne le sont pas, c'est en faisant ça qu'on accentue les clivages. Donc je pense
que c'est quelque chose qu'on doit souvent rappeler, parce que c'est nécessaire. Bien sûr. Briac, ouais. Bah, moi, je suis complètement d'accord qu'il ne faut pas ramener aux origines, parce que du coup, ça retire l'idée de vivre ensemble. Parce que du coup, on juge les gens sur un passé, alors qu'on devrait plutôt les juger sur un présent. Et que si les gens sont tout le temps ramenés à leur origine, c'est triste, parce que du coup, on se base sur justement un fait qui n'est pas entièrement qui d'ailleurs n'est pas du tout de leur faute. Enfin, on choisit pas où on est. Et ça, à mon avis, ça permet à une certaine communauté de personnes de justifier leur acte, de dire bah moi j'ai raison, alors que bah non en fait. C'est ça. Je rebondis sur ça. On ne peut pas faire le jugement de communauté, mais seulement d'individus, et ce particulièrement dans un état de droit comme l'est la France, où je trouve que c'est inadmissible de permettre la récupération politique qui est faite de ces tragédies-là, pour condamner un groupe entier en raison d'un marginal qui a décidé de nuire. Bah faut pas faire d'un cas une généralité. C'est ça. Puis oui, et puis on doit tous ensemble aider un peu faire grandir la France dans cette idée républicaine d'unité. Et ça, je pense que l'école, en partie, doit servir à ça, à faire une unité. Car on est tous passés par l'école, on a tous étudié l'histoire, la géo, les maths, machin. Et justement, pour moi, l'école, ça doit servir à justement créer cette unité. Et notamment, c'est un peu brouillon ce que je veux dire, mais voilà, de faire d'un cas une généralité, faut pas. Parce que du coup, on perd complètement. Il n'y a jamais de bon dans l'amalgame, et pour le coup, oui, l'éducation, je considère que tout passe par l'éducation, parce que c'est ça qui façonne les adultes de demain, et particulièrement en France, où cette éducation est censée être la même pour tout le monde, et où elle se base dans une notion très universaliste. Comme tu disais tout à l'heure, je pourrais pas te citer exactement, mais je t'en prie. C'est par rapport aux valeurs fondamentales de la République française, qui sont des valeurs universalistes, qui considèrent qu'au-delà de la construction nationale ethnique, on devrait chercher à voir au-delà, et à travers ça une adhésion à ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité entre tout le genre humain, et donc entre tous les Français. Bah, on est surtout le pays des droits de l'homme. Donc il faut que justement on incarne cette idée. Qu'on soit à la hauteur, en effet. Ouais. C'est important de le rappeler, bien sûr. Donc, selon vous, voilà, il y a beaucoup trop de récupération politique, et finalement on traite... Et sur cette affaire, mais comme sur d'autres affaires, c'est-à-dire qu'on ne traite pas du fond. On n'apporte pas des solutions de fond, on parle que de la forme. Justement, pour essayer d'apporter un peu de fond à tout cela, on va bousculer notre conducteur et accueillir notre première chroniqueuse de ce soir, Marie, je t'en prie. Bonsoir Marie, merci d'être présente ce soir. Je t'en prie, la tribune est à toi. Tu as carte blanche. Du 18 au 19 novembre, un adolescent de 16 ans appelé Thomas a été assassiné à Crépol dans la Drôme. Ce drame qui a indigné plus d'un a provoqué de vives réactions, dont une manifestation de personnes d'ultra-droite à Romans-sur-Isère samedi dernier. Alors, cette tragédie a également suscité des réactions dans la classe politique, en commençant par le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Darmanin, qui a qualifié les faits d'ensauvagement. Alors, si à l'extrême droite, on dénonce plutôt, je cite, un racisme anti-blanc ou un francocide, étant donné que l'acte a été commis par des Français d'origine immigrée, à gauche, on accuse l'extrême droite d'être responsable de la manifestation ultra-droite qui s'est tenue ce samedi et d'en faire de ce drame une récupération politique en voulant diviser la société française. Alors, suite à cette tragédie, de nombreuses questions ont été soulevées par les médias, notamment la question de la sécurité en France, la remise en question
de l'autorité étatique, etc. Mais celle qui a le plus retenu mon attention est le débat autour des prénoms des personnes qui ont commis le meurtre. Alors, ce débat vient appuyer la thèse selon laquelle la délinquance découlerait de l'immigration. Donc, cette idée est ancrée en plus dans l'opinion publique puisque 52% des Français, selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, affirment que l'immigration est la cause principale de l'insécurité. Alors, les constats sont clairs. Effectivement, les statistiques montrent qu'il y a une surreprésentation des immigrés dans la délinquance. Toutefois, les chercheurs de la Commission d'études prospectives d'information internationale qui est rattachée à Matignon ont démontré que cette surreprésentation est biaisée car il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Donc cette étude a montré en fait que la surreprésentation des étrangers dans les statistiques répond, je cite, à des biais tout au long de la chaîne pénale puisque les minorités de l'immigration, issues de l'immigration ont une probabilité plus forte d'être contrôlées. Par ailleurs, pour un même délit et avec les mêmes antécédents judiciaires, les étrangers ont une probabilité plus forte de 5% d'avoir une peine plus longue que les Français. Alors, selon une étude du CNRS également, cette surreprésentation des immigrés dans la délinquance est liée également aux conditions de vie. En effet, les infractions commises sont liées à la pauvreté, étant donné qu'une majorité des immigrés et leurs descendants appartiennent aux catégories socio-économiques les moins favorisées. Donc, pour conclure, même si dans l'inconscient collectif nous pouvons associer la délinquance à l'immigration, les chercheurs ont démontré qu'il n'y a pas de lien direct entre l'immigration et la délinquance. Merci Marie. Merci à vous. Merci. Et puis on retrouvera Mélanie tout à l'heure pour une seconde chronique qui tournera également autour de ces questions. Une réaction, messieurs, avant de passer à un autre sujet d'actu, peut-être sur la chronique de Marie. Je te laisse commencer. Je trouve que ça fait le point sur ce qu'on pourrait croire a priori sur la délinquance dans l'immigration. Certes, elle est surreprésentée en effet, mais c'est à mettre dans son contexte où en plus du fait que la plupart d'entre eux soient beaucoup plus défavorisés que la moyenne des Français lambda, il y a aussi beaucoup d'autres biais qui doivent être pris en considération lorsqu'on regarde ces statistiques. Briac. Moi je dirais que pour les personnes d'origine immigrée, il y a dans un registre bourdieuien de la violence symbolique. Parce que ces gens-là, d'habitude, je pourrais dire comme d'habitude, mais plutôt, je sais pas trop comment le dire, sont en banlieue parisienne, en banlieue. Et souvent, ces banlieues ne sont pas soutenues par l'État. Ou sinon, ils donnent juste de l'argent et puis ils regardent comment ça va se passer, mais ils gèrent pas plus que ça. Oui, selon toi, il n'y a pas une réelle aide sur le terrain. Après, moi, je suis pas sur place, je lis des infos, machin, mais j'ai pas l'impression que l'État prend vraiment à bras le corps Paris et le reste de la France. J'ai l'impression qu'il y a toujours une dissension pour toi entre Paris et la province. Historiquement, Paris a toujours été le centre du pouvoir. Paris a toujours été la ville à défendre. Si Paris tombe, la France tombe. Et du coup, tous les moyens, j'ai l'impression, sont mis dans Paris et pas, par exemple, dans la banlieue où il y aurait des choses à faire. Déjà, par exemple, pour les lycées, les collèges, pouvoir faire de meilleurs établissements et du coup donner une meilleure éducation, leur donner la même égalité des chances qu'un Parisien. Et voilà, moi je pense qu'on commencerait déjà, à mon avis, mieux s'entendre entre nous et baisser la délinquance quand on arrêtera de stigmatiser ces gens qui, honnêtement, n'ont pour la plupart rien demandé. Qu'on soit vraiment dans un État vraiment républicain, du coup, on retourne un peu sur la même thématique, et que du coup, on vive ensemble en paix, en harmonie, sans avoir peur du prochain. Je suis d'accord par rapport à ça, mais encore une fois, il faut toujours ajouter un peu plus de contexte par rapport à pourquoi aujourd'hui on sent un clivage entre les grandes métropoles, notamment Paris, la campagne, la France profonde, si on peut faire ce parallèle aux États-Unis, et les banlieues, qui sont le sujet de toutes les crispations et de toutes les polémiques. Il faut comprendre pourquoi elles existent. Faudrait revenir par rapport à l'histoire récente de la France et sur comment elle s'est désindustrialisée et comment en fait
du jour au lendemain, toutes ces populations qu'on a amenées en France, pour la plupart, se sont retrouvées sans réelle utilité. On s'en est un peu débarrassé vu qu'on n'avait plus autant besoin de cette main-d'œuvre abordable. Du même coup, ils ont perdu en fait l'intérêt qu'on leur a accordé, que l'État leur a accordé sur leur intégration, qui jusqu'à présent se faisait notamment par le travail, ce qui aujourd'hui n'est plus tellement le cas. La majorité d'entre eux pratiquent souvent des métiers ingrats, des métiers pas forcément valorisés et sont plus gardés à disposition justement pour trouver des gens qui sont contraints en fait d'occuper ces postes-là. Toute dernière réaction, Briac, avant de passer. Moi, rapide. je suis tout à fait d'accord avec toi. Ces gens qui viennent, qui sont en France, on les utilise pour des tâches ingrates, en cuisine, Hôtellerie. Enfin voilà, je sais pas Ouais. si ça peut le dire, mais, enfin si on peut le dire. Mhm. Que souvent il y en a qui du coup ont recours à Uber ou autre pour essayer de vivre. Et c'est juste inacceptable. Il faut que des gens puissent vivre en France en paix, en harmonie, et qu'on ait l'idée de liberté, égalité, fraternité. Quoi de mieux, j'ai envie de dire, pour passer au second sujet d'actualité. Merci à tous les deux. On va parler de politique européenne. Internationale aussi, mais bon, c'est dans le cadre de l'Europe, puisque Geert Wilders, qui est un homme politique néerlandais, avec son parti, a remporté les élections générales néerlandaises qui se sont déroulées il y a quelques jours. Alors, il les a remportées, mais après, ça va être très difficile à lui de gouverner parce que il y a, comme dans certains pays en Europe, des jeux de coalition qui se mettent en place. Mais en tout cas, c'est un parti qui est classé à l'extrême droite sur l'échiquier politique. Et donc, mine de rien, d'abord votre réaction à cette énième victoire. Il y a eu la Pologne il y a quelques années, même si les dernières élections ont montré que la Pologne, le parti qui est arrivé en tête aux dernières élections, était un parti de centre-droit plutôt. Mais en tout cas en Italie, en France avec les dernières élections et Marine Le Pen qui est arrivée à son plus haut score jamais atteint et Rassemblement National aussi. Votre réaction déjà sur cette victoire de Geert Wilders, Briac? Moi, je pense que c'est symptomatique de ce qui se passe en Europe. Que actuellement, l'Europe n'assume plus son rôle. Que les gens veulent un État, à mon avis, fort. Veulent un État qui, justement, prend des décisions et n'ait pas peur de dire les choses. Et effectivement, souvent, à l'extrême droite de l'échiquier politique, les personnalités essayent de se montrer le plus simplement possible, essayent de justement montrer qu'ils sont humains avant tout, parce qu'on sait que l'extrême droite est souvent diabolisée, souvent même plus trop en ce moment, mais parfois il n'était même pas invité pour débattre. Et je pense que vu comment c'est parti, on va vers une droite totale de l'Europe, et on verra ce que ça donnera aux élections européennes. Oui, en mai prochain, bien sûr. Sofiane, nuance peut-être à apporter, peut-être au propos de Briac, j'imagine. Oui, quelques nuances, bien sûr. Par rapport à la diabolisation de l'extrême droite, c'est notamment en fait par la montée de nouveaux extrêmes que ce qui était considéré hier comme un extrême est devenu acceptable et donc qui peut plus facilement accéder aux plus hautes instances de la politique. J'aimerais aussi ajouter par rapport en fait, à travers cette montée de la droite en Europe, c'est surtout la montée du populisme. Oui, parce qu'il faut quand même souligner que le populisme monte également dans des pays en Europe où on soupçonnerait pas, où on n'a pas soupçonné au départ, les pays scandinaves notamment, la Suède, le Danemark, la Finlande. Et donc ça touche aujourd'hui tous les pays en Europe. Il n'y a aucun pays qui ne passe pas à travers cela. Donc c'est quand même symptomatique, mine de rien, du propos que tu vas peut-être ajouter. Notamment, étant donné que tu es un étudiant en histoire, je suppose que ça te dit quelque chose de comment, lorsque les temps deviennent plus durs, notamment avec toutes les difficultés économiques récentes, après le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc., qui pèsent beaucoup sur les populations européennes en général. Et
Et c'est notamment à travers ça que les mouvements de droite n'hésitent pas à désigner un bouc émissaire. Encore une fois, les minorités musulmanes en Europe, qui sont assez nombreuses et reconnaissables pour subir ces accusations, et servent d'outils en fait politiques pour leur accession aux plus hautes instances. Mais je pense aussi que une fois en fait arrivé au pouvoir, le vrai problème c'est pas tant enfin si bien sûr il y a tout à redire sur comment ils gouvernent et quels choix politiques ils font, mais en fait c'est plus par rapport aux dérives que ça peut prendre, et notamment le cas de la Hongrie où le président en place prend littéralement des dérives autoritaires, où en fait il contourne tous les mécanismes de la démocratie dans son pays pour on peut pas vraiment considérer ça comme une dictature, mais c'est tout comme, notamment si on compare ça aux autres États européens, tout simplement. Donc le danger, il est plutôt là, je trouve, parce que, encore une fois, si un système démocratique est fonctionnel, les extrêmes ne peuvent pas, normalement, prendre le contrôle et agir en toute impunité. Donc c'est plutôt par rapport à ça que j'aimerais faire attention. C'est vraiment pas... Cibler ton propos là-dessus, bien sûr. Parce qu'il y a aussi la question du cordon sanitaire, on en a beaucoup parlé en France notamment. C'est-à-dire que le système en France est de telle manière à ce que, notamment pour les présidentielles, il y ait 2 tours. Et souvent, en 2002, ça avait fonctionné. Il y avait eu un cordon sanitaire où l'ensemble des partis politiques avaient appelé à voter pour Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, on sent que ce cordon sanitaire, il est aussi un peu brinque-ballant. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Briac Alors, je veux pas non plus tomber sur du complotisme, hein, mais quand les candidats appellent à appeler, par exemple, pour Emmanuel Macron ou Jordan Bardella, enfin plutôt Marine Le Pen, pardon. En fait, un jour peut-être Bardella, un jour peut-être. En fait, on sait pas ce qu'ils font dans l'urne. Ils donnent qu'une indication. Et que après, je pense pas qu'il y a il va y avoir un vote massif, hein, je m'en rends bien compte, mais je pense qu'il faut nuancer le fait que ce ne sont que des indications de vote. Ce ne sont pas leurs partisans ne vont pas tous voter. Il y en a sûrement qui vont voter blanc. Faut pas l'oublier. Puis important le vote blanc. C'est important. On le souligne pas assez, je trouve, mais il est important ce vote blanc. C'est-à-dire qu'il a un vrai pouvoir, et si un nombre massif de personnes s'y intéresseraient, et ça pourrait aussi changer la donne. Je vais me lancer dans un truc, mais si je me rappelle bien, aux dernières élections de 2022, je crois qu'il y avait un taux d'absentéisme énorme au second tour. Et, Emmanuel Macron était passé avec pas grand-chose quand on rapporte au nombre. Oui, c'est ça. Il y a et qu'en fait, quand on rapporte au nombre de votes blancs, c'était pas l'unanimité, quoi. Il est élu, je crois, avec 25%. Ouais, c'est ça. Mais après, quand on rapporte, quand on met avec les gens qui votent, machin, voilà. Oui, voilà. Sur un terme brut, il a obtenu 50%. C'est ça. Mais si on met en rapport avec, si on prend en compte l'abstention et le vote blanc, je crois qu'il arrive à 25% à peine. Et ça, je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait choqué. Ouais. Parce que justement, ça montre que le vote blanc n'est du coup pas comptabilisé. Enfin, c'est considéré comme du vent, quoi. Alors qu'il faudrait le prendre en compte. Que ça permettrait peut-être d'avoir une démocratie qui marcherait mieux. D'avoir par exemple, bon, quand même pas un 3e tour, parce qu'on va pas, effectivement, si on commence à faire ça, on va pas s'en sortir. Dans 10 ans, on y est toujours. Mais peut-être faire plus de sensibilisation. Et on a la chance dans notre pays d'avoir le droit de vote, que le peuple ait le droit de s'exprimer. Quelles que soient ses opinions, hein, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit bien que l'être humain n'a pas à être inquiété de ses opinions, du moment que ça ne trouve pas l'ordre public. Et donc, du coup, faudrait... du coup, le vote blanc n'est pas... du coup, je ne sais pas si je dérive un peu du sujet, mais le vote blanc n'est pas vraiment... serait sûrement représentatif de ce qu'est la politique actuellement. Mais c'est important d'en parler, en fait, la pédagogie aussi, et le vote blanc existe, et donc il faut le rappeler. Mais comme l'absentéisme aussi. Et l'absentéisme, il faut justement se poser les bonnes questions de pourquoi l'absentéisme est aussi haut. Voilà. Ouais. Et les politiques, parfois, peut-être oublient un petit peu cette question, et c'est à nous aussi, dans notre émission, d'apporter de la pédagogie pour essayer à notre modeste échelle, de manière apolitique. Moi, je rajouterais une dernière petite chose. Je t'en prie. C'est que... on dit beaucoup de choses sur le système français. J'avais entendu ça, qu'il n'était pas parfait, qu'il
il y aurait des choses à refaire. De toute façon, la démocratie, la vraie démocratie telle que tout le monde la voudrait, on l'aura jamais. Ça, c'est un fait. Il y aura toujours des imperfections. Tu penses ça, toi, Sofiane Voilà, comme disait Winston Churchill, la démocratie est le pire des systèmes, mais c'est le mieux qu'on ait. Je veux dire, je suis pas forcément d'accord avec tout le système démocratique, parce que je trouve qu'il y a plein de points où ça peut facilement bloquer et où ce n'est pas forcément le plus adéquat pour une juste gouvernance. Mais je pense que on peut pas tout simplement donner tous les pouvoirs à un despote éclairé et à s'attendre à que tout se passe bien. Donc malgré en fait tous les défis qu'impose un système démocratique juste, je pense que c'est nécessaire à la stabilité d'une nation. Oui, avoir une politique stable, généralement, ça permet au pays d'avoir un niveau C'est ça. C'est ça. Et pour le coup, la montée de la droite en Europe, elle se base aussi sur, comme tous les politiciens en général, sur beaucoup de promesses. Et justement, avec cette arrivée au pouvoir, parce que en fait, le plus souvent, c'est plus un ras-le-bol qui conduit à ce vote de droite, qui espère dans un dernier recours de pouvoir faire bouger les choses, de changer les choses d'une façon ou d'une autre. Là, clairement, c'est plus en bien ou en mal, hein, c'est juste que les choses changent. Mais je pense que après cette arrivée au pouvoir, plutôt générale en Europe, on l'espère, on verra qu'il n'y a pas de solution miracle, que ce que peut promettre un politicien d'un bord qu'un autre politicien de l'autre n'est pas forcément automatique. C'est pas aussi simple pour pouvoir améliorer des situations aussi complexes, notamment l'immigration, parce qu'il y a un monde entre la législation et les faits réels, parce que ce n'est pas seulement il y a bien en fait, parce qu'il faudrait diriger le débat entre l'immigration légale et l'immigration illégale, qui sont deux mondes complètement différents, et qui sont, encore une fois, qui souffrent souvent d'amalgame, et qui nuisent en fait beaucoup à la compréhension de cet enjeu, et qui conduit aussi énormément, encore une fois, à des punitions collectives qui n'ont pas lieu d'être. Si on cible sur la France, par exemple, pour recentrer un petit peu le débat, est-ce que vous pensez qu'une victoire de Marine Le Pen en 2027, on en parle beaucoup, les sondages en parlent beaucoup, dans les médias on en parle beaucoup, est-ce que cette victoire, finalement, vous apparaît de plus en plus inéluctable au vu de ce qui se passe, de l'actualité, Briac? Moi, j'aimerais citer Jordan Bardella, qui en 2000, cette fois c'est vraiment Jordan Bardella, C'est qui Jordan Bardella? président du Rassemblement National, pas vrai. Ah bah si, On apprend tous les jours. qui en 2022 disait, suite à la défaite du second tour, disait si on prend 10 ans tous les 5 ans, la prochaine fois c'est la bonne. Clairement, on y arrive. L'extrême droite, actuellement, est, comme tu disais à juste titre, actuellement est dans l'échiquier politique et souvent est représentée actuellement, je pense, par Éric Zemmour, qui représente un peu l'antagonisme, si j'ose dire. Et donc, du coup, ça fait que les partis plus minoritaires, moins importants, justement, sont un peu invisibilisés, sont souvent oubliés. Et oui, je me rends compte que là, je divague carrément. Pour revenir, ça arrive, je veux dire, pour revenir sur la victoire de Marine Le Pen, excusez-moi, je pense qu'en France, on est aussi sur cette idée de l'homme ou la femme providentielle. On l'a bien vu avec le général de Gaulle, Napoléon, Jeanne d'Arc. Enfin, il y a tellement d'idées, il y a tellement d'exemples que je peux pas tous les citer. Et du coup, alors je dis pas que Marine Le Pen va être la femme qui va nous sauver tous. Attention, je mets de la nuance là-dedans. Mais je pense qu'elle représente justement ce ras-le-bol. C'est cette idée que la France pourrait être mieux. Après, évidemment, on va voir après si elle arrive au pouvoir ce qu'elle va faire. Parce que si ça se trouve, elle va complètement faire autre chose. On ne sait pas. On n'a pas. Comme en fait, pour toi, Marine Le Pen, est-ce qu'elle représente vraiment ce qu'il dit? La France mieux? Ouais. Non, du tout. Ah bah tiens, je m'y attendais pas. Parce que en fait, c'est plus tant au personnage qui ne m'inspire pas du tout confiance, parce que, encore une fois, c'est une politicienne. Le travail d'un politicien, c'est de mentir pour convaincre. Et la meilleure façon de voir, d'apprendre qui ils sont vraiment, c'est en regardant leur parcours, d'où ils viennent, pourquoi ils font ça, pourquoi ils pensent ça.
Et clairement, pour ce qui est de Marine Le Pen, quand on s'intéresse à son passif, c'est clairement pas un politicien, une politicienne, en qui je pourrais avoir confiance. Et pour le coup, aujourd'hui, beaucoup de Français choisissent la facilité en espérant le candidat providentiel, exactement. Mais comme on peut le voir en Italie, tu peux me rappeler le nom? Giorgia Meloni. Oui, merci. Elle avait promis beaucoup de choses, mais on peut voir qu'une fois arrivé face aux faits réels, où sconder des propos choquants, exaltants, pour exciter les foules, etc., c'est complètement différent de gouverner réellement un pays. Et encore une fois, c'est une nuance que je trouve qu'on n'a pas assez, notamment par rapport aux électeurs français. On n'a pas cette nuance entre ce qui peut être dit, au peuple, ce qui peut être promis, et ce qui peut être réellement fait sur le terrain. Tu disais quoi tout à l'heure juste sur les politiciens qui mentent? C'est quoi ta phrase? Qui mentent pour convaincre? Ouais. Oui. C'est la passerelle pour saluer nos camarades de Master de Sciences Politiques qui nous regardent ce soir, voilà, et qui, voilà, ça leur fera très plaisir de savoir ça. Non. Mais voilà, en tout cas, dernière peut-être réaction Briac sur ce qui a été dit par... Moi, j'aurais juste... Peut-être... Ça fait peut-être avocat du diable, hein, je ne sais pas, mais est-ce que tu penses que dans la gauche aussi, ils mentent pour essayer de... Ah, tout à fait. Oui, voilà, droite ou gauche, ils sont tous les mêmes, quoi. En fait, tous les bords politiques ont besoin de le faire. C'est leur travail, encore une fois. Mais, encore une fois, c'est par rapport à quoi ils mentent et pourquoi ils le font. C'est ça qui différencie un politicien d'un autre. Et c'est ça qui déterminera en qui on peut avoir confiance. Parce qu'au final, en France, on le sait bien, on vote pas pour qui on veut, mais on vote pour le moins pire. Ah bah complètement, ouais, ça je suis d'accord. Ouais. Et ça, c'est un sujet important, notamment ces dernières années, avec le bouleversement de l'échiquier politique en France et le renversement des partis traditionnels, qui... c'est une situation, en fait, c'est un cas généralisé, hein, on retrouve ça partout en Europe, où un système politique en place qui n'arrive pas à faire avancer les choses, qui donne ce sentiment de blocage au peuple et peut conduire à des extrêmes, comme en Argentine, avec le nouveau président néolibéral qui n'a peur de rien, littéralement, qui est prêt à mettre en danger les fondements même de l'État argentin pour pouvoir faire du changement, qu'importe les conséquences. Et encore une fois, c'est toujours cette quête du candidat providentiel qui pourra tout changer et tout arranger. C'est un jeu dangereux, très dangereux, qui peut faire beaucoup plus de mal que faire de bien, parce que là où les gens en avaient marre d'une situation stagnante, finiront par regretter des changements trop brusques et des conséquences trop graves. Troisième sujet de la semaine, avant d'accueillir Mélanie dans quelques instants, pour sa toute première chronique, en plus. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est une grande première et vous vous débrouillez très bien. Oh, voilà. Merci. Et on fait ce qu'on peut. Mais on est accueillant, on est chaleureux, voilà. C'est je confirme. très friendly, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Troisième sujet, la COP28 à Dubaï, c'est ouverte il y a quelques jours seulement. Une question très simple, et c'est la joute de la semaine. Donc mon ami D'Artagnan va lancer le sondage dans quelques instants. COP28, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de dérèglement climatique, voilà. Si vous aviez une mesure à proposer pour cette COP28, laquelle serait-elle? En lien effectivement avec les autres COP aussi, hein, puisque voilà, c'est la 28e COP, la COP 21 en France en 2015 avait essayé d'apporter des solutions finalement. Pour se souvenir de tout ça, par une mesure, Sofiane? Une mesure, c'est difficile à dire parce que... écologique ou autre d'ailleurs, hein, vraiment. Justement, en fait, c'est avec la jeunesse. C'est un peu plus par rapport au fait qu'un pays qui n'est pas apte à accueillir un tel événement en respectant ses propres engagements par rapport à l'environnement, par rapport aux droits de l'homme, etc., qui, il n'y a pas si longtemps, faisait la critique du traitement de la Coupe du Monde au Qatar, et qui finit par commettre les mêmes vices, notamment par rapport à l'écologie, par rapport au travail clandestin,
où les succursales des grands groupes qui sont en charge du projet n'hésitent pas à faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, rarement légale, pour pouvoir les exploiter et réduire leurs frais. Ce serait surtout par rapport à ça, à l'écologie et le traitement des ouvriers. S'il y avait une mesure à prendre, ce serait restreindre cette exploitation et ce serait obliger les groupes qui empochent les contrats de ces événements à remplir leurs engagements. Briac. Bah, moi, je vais être très honnête, les COP, je suis toujours ça de très très loin. Ah, moi aussi. Hein. Mais oui, mais. Puis on en parle de moins en moins aussi, je veux dire, la COP 21 à Paris par exemple, on en avait beaucoup parlé à l'époque, et là c'est un sujet qui distillé dans l'actualité, comme ça en petite rubrique. Moi je trouve que les COP, je trouve que ça a un peu perdu son sens. Pas dans le sens écologie, attention, c'est très important. C'est très important. Ouais. Mais dans le sens où c'est un événement où être vu, où montrer qu'on est là pour l'écologie, que tous les chefs d'État se réunissent. Ils viennent en jet privé d'ailleurs. Et puis voilà, c'est quand même assez. Enfin, je trouve ça assez hypocrite de leur part. Et puis surtout, voilà, moi j'ai pas de mesure spécifique à préciser comme idée. Après, j'ai une personne de mon entourage qui m'avait parlé, alors je ne me suis pas vraiment documenté là-dessus, j'avoue, sur la taxe carbone sur les voitures, que en fait, c'était un peu aussi totalement hypocrite. Parce que du coup, je vais peut-être très mal expliquer. C'est que en fait, les voitures vont avoir une sorte de taxe carbone. Et donc du coup, quand ils produisent, cette taxe compte. Mais si on prend par exemple une entreprise comme Tesla, qui fait beaucoup couler d'encre en ce moment d'ailleurs. Ah, j'ai pas vu, j'avoue. Ah, c'est compliqué Tesla, hein. C'est un peu. Alors, il y a pas mal il y a pas mal d'encre qui coule autour de cette. Plus par rapport à son PDG. Ouais. Par rapport à son PDG et puis oui c'est. Parce que du coup, je reviens sur le sujet. Du coup, si on prend Tesla par exemple, ils peuvent revendre leur taxe carbone qui est négative du coup, puisque ils produisent pas d'énergie, enfin ils produisent pas de CO2. Du coup, ça fait que cette taxe, j'ai l'impression que c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. C'est dire, on va se battre pour l'écologie, on va tous se mettre d'accord, mais en fait, il y a rien derrière. Et c'est dans l'esprit greenwashing qu'on a dans toutes les COP. Enfin, après, je veux pas non plus, voilà, mais. Toi, ta mesure se résumerait autour de ça. Oui, parce que c'est la seule mesure que vraiment j'ai entendu parler et qui vraiment m'a pas vraiment touché, mais je trouve est un peu symptomatique des COP, quoi. C'est beaucoup de mesures pour beaucoup de bruit pour pas grand chose. D'Artagnan, dans le live, on a une réaction, je crois, de Corm776. Que nous dit-il par rapport à cette COP28 ? À propos de la COP28, ah oui, il y avait une mesure. Ouais, c'est bon. La mesure, c'était respecter celle d'avant. Non. Si, c'est ça. C'était ça ? Une mesure, finalement. Il était très succinct. 3 mots, respecter celle d'avant. C'est-à-dire simple mais efficace. Respecter toutes les mesures qui ont été. Les engagements qui ont été pris. Oui, complètement. Et, voilà. Et ça, c'est vrai aussi. Je veux dire, c'est beaucoup de blabla. Et puis finalement, à la fin. Ça fait un peu petit four café. Puis après, on discute un peu d'écologie si on a le temps. Puis... Ah, t'es café, toi. Thé aussi, je suis pas. Voilà, chacun boit ce qu'il veut. Café gourmand. Ah, café gourmand, oui. Ah, café gourmand, moi, carrément. Je suis plus chocolatier, moi, personnellement. Je suppose que c'est ce genre de discussions qui ont plus lieu au COP que. Premier degré, à mon avis, il doit y avoir. Après, il y a peut-être un mec qui est venu pour parler d'écologie, mais il doit être minoritaire. Ouais, le sens de priorité est pas là, justement. Ouais. Donc, c'est encore une fois, ça devrait pas être beaucoup à demander, mais respecter les mesures qui sont décidées, ce serait déjà un bon débat. Merci. Surtout, j'ai cru voir que. Alors, comment il s'appelle ? Le Ahmed Al-Jaber, j'espère que je ne. J'écorche pas son nom. Donc c'est quand même le président de la COP 28. Il est quand même PDG d'une entreprise d'énergie fossile. Oui, ça par alors, exemple. mais alors ça, voilà, on peut en parler, je crois. Ça, par exemple, tu fais bien de le souligner. Comment des personnes qui ont clairement des conflits d'intérêts, ont des causes aussi importantes et qui ne devraient plus être aux entreprises, aux privés, en fait, de débattre encore le droit aujourd'hui de participer à ce genre d'événement. Autant le lobbying est très présent dans des pays où le système fonctionne comme ça, comme aux États-Unis, mais en France, par exemple, où l'État est censé être centralisé et où c'est justement extrêmement tabou de tolérer ce genre de pratique,
devrait justement donner l'exemple et agir dans ce sens, où les acteurs pousser les acteurs privés à la porte et ne plus permettre ce genre de dérive. Bien sûr, mais ça, le lobbying, c'est vraiment. Mais on aura l'occasion d'en C'est un reparler. fléau. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission et c'est un sujet qui apparaît comme étant fondamental. On la suivra Euh, avec grande attention. Exactement. À vos votes. D'Artagnan est là pour contrôler, un peu comme notre huissier de justice du soir. Et c'est l'heure d'accueillir Mélanie. Je t'en prie. Donc, je vais débuter cette chronique avec originalité, en commençant par une courte définition de ce qu'est l'immigration. Alors, l'immigration est l'action de se rendre dans un pays ou un État dont on ne possède pas la nationalité avec l'intention de s'y installer. Et cela du point de vue du pays d'accueil. Ici, ce serait donc voir des personnes d'origine étrangère s'installer sur le sol français. L'immigration est un fait qui a toujours existé dans l'histoire, que ce soit dans l'Antiquité ou bien aujourd'hui. Donc, dans un monde qui s'est plus que partiellement libéralisé, dans lequel les individus ont le droit d'aller et venir librement, avec des voies de communication qui se sont démocratisées pour en faire bénéficier les plus nombreux, mais aussi d'autres moyens moins sécurisés comme les traversées de mer via les navires de fortune. L'immigration est aujourd'hui plus présente. Le sujet de l'immigration suscite désormais des débats et fait l'objet de récupérations politiques. Il y a par exemple la question de l'insécurité, mais aussi d'autres théories, comme par exemple celle du grand remplacement repris par certains politiques et reliant d'autres questions telles que l'ethnicité, par exemple. Les enjeux de l'immigration mènent certains à voir une corrélation entre l'immigration et la violence. C'est ce qui a par ailleurs permis à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à durcir son projet de loi sur l'immigration après l'attaque d'Arras. Voici quelques points pour expliciter le projet de loi. Il y aura un durcissement du regroupement familial s'effectuant par un rallongement du délai. L'accès à certaines prestations sociales comme l'aide personnalisée au logement sera conditionné. Il y aura aussi une admission exceptionnelle au séjour pour les travailleurs sans papier exerçant dans les métiers en tension, à leur demande, sous condition de résider depuis 3 ans en France et de travailler durant 12 mois au cours des 2 dernières années. Il y aura aussi une instauration d'un quota migratoire, un durcissement des conditions d'accès au séjour des étrangers malades et une transformation de l'aide médicale, l'AME, destinée aux sans-papiers en aide médicale d'urgence, l'AMU, plus restrictive. Ce projet de loi et le durcissement qui lui a été apporté par le Sénat en première lecture ont pour volonté d'apporter des solutions sur les enjeux de l'immigration. Néanmoins, le débat émanant de l'immigration soulève des questions. L'immigration est-elle vecteur d'insécurité ou la violence relève-t-elle de la personne en tant qu'individu et non en tant qu'immigré ? Au-delà ces questions sécuritaires, faut-il restreindre à des individus l'accès sur le territoire français ? Voilà. Eh bien, moi, je propose qu'on l'applaudisse. Hein ? Très belle première chronique, vraiment. Merci Marie. Merci Marie et merci Mélanie aussi. Et merci à tout le monde dans le monde entier. C'est la fatigue, je suis un petit peu malade. D'ailleurs, je m'excuse si jamais parfois je bégaye un petit peu, je ne me rends pas compte. Je suis un petit peu malade. C'est en ce moment les virus de l'hiver qui traînent, c'est terrible. Vous êtes Bon pas malade, vous ? rétablissement. Merci. Merci. J'espère pas. Fayot. Un petit peu de faillotage, toi. Je te vois Non, venir. du tout. T'es pas malade ou ça va ? Oh, non, ça va, on est Bon, là, on est bon, présent, voilà, on est content bon, d'être là. voilà. C'est un sujet intéressant, allez. Bien sûr. Et merci Mélanie d'avoir donc introduit ce sujet de l'immigration. Et vous voyez, j'en perds les mots. Merci. Et donc, pardon ? Les résultats. Ah, on va faire ça peut-être à la fin. Oui, à la fin, bien sûr. Merci D'Artagnan. Hein ? Bonne fin d'émission. Et je salue d'ailleurs notre ami Flavien, qui est un petit peu stagiaire ce soir auprès de Théo et qui va le remplacer de temps en temps aussi. C'est important de saluer toute l'équipe de Tribun, puisque c'est un
collectif que j'aime bien saluer quand j'en ai l'occasion. On va donc parler d'immigration, et donc cette première question, sur le projet de loi porté à l'Assemblée donc, par Gérald Darmanin, est-ce on va dans le bon sens? Est-ce que c'est trop? Pas assez? Voilà, comment on jauge le curseur? Peut-être là que vos opinions finalement vont se confronter. On va commencer par Sofiane. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a beaucoup... Sur ce projet de loi précisément. Oui. Ouais. En fait, Gérard Darmanin revient souvent sur le fait qu'il, malgré sa volonté d'expulser les indésirables, les délinquants, les fichés S, etc., il serait restreint par la loi française qui, si par exemple une personne serait venue en France avant 13 ans, si elle est mariée à un conjoint français, il y a plusieurs conditions qui font que certains immigrés seraient inexpulsables. Or, c'est faux. Encore une fois, je reviens sur les mensonges des politiciens. Gérard Darmanin n'hésite pas, c'est pas la première fois qu'on le chope à faire ça. Il insiste beaucoup sur ce point. C'est encore une fois du populisme, dans le sens où j'aimerais bien, mais c'est la loi qui m'en empêche. Mais alors que dans les faits, un immigré n'est pas inexpulsable s'il constitue une menace à l'ordre public en France. C'est juste qu'il y a une différence entre un immigré qui n'est pas en séjour régulier, qui peut recevoir une OQTF directement, car dès le départ, il n'est pas dans les règles, et une personne qui peut justifier de son séjour. Mais ce n'est pas parce qu'une personne possède un titre de séjour qu'il ne peut pas être révoqué. Sauf qu'avec ce nouveau projet de loi, qui durcit énormément, et sur tous les plans, les conditions en fait, des immigrés en général, aussi bien légaux que non, peut conduire à des dérives où si un individu n'est pas en accord avec les valeurs de la République, ce qui, justement, selon les individus et la gouvernance en place, peut radicalement changer sur ces mêmes valeurs, parce qu'on parlait bien à la base de la République française des valeurs universalistes, sauf qui sont contraires aux valeurs de nationalisme et ethnique qui sont promues justement par la droite et encore plus par l'extrême droite. Il y aura du coup une différence de traitement beaucoup plus grande, qui sera en fait libre à l'interprétation personnelle des dirigeants en place. Et encore une fois, ce texte n'est pas encore passé. Il doit passer par le Conseil constitutionnel, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Là encore Il y a des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat d'ailleurs. Oui. Ce texte qui a été endurci, qui ne prévoyait pas en fait toutes ces réformes. Une autre en particulier qui m'a beaucoup interpellé, c'est le refus de délivrance de titre de séjour aux métiers en tension en France, ce qui, dans un cadre d'immigration pragmatique et au bénéfice de la France, est complètement insensé, car ça prive de la France d'une ressource dont elle a besoin. En se privant de ça, ça va au contraire encourager à l'immigration illégale, qui a déjà lieu, et du coup, en fait, ça va encourager l'exploitation de ces mêmes travailleurs qui ne pourront plus en fait avoir de droits, vu qu'ils n'auront plus accès au titre de séjour, même si, dans les faits, leur travail, leur main-d'œuvre est nécessaire. Peut-être Briac, une réaction par rapport à... Alors pour revenir Et puis pour revenir aussi à la question de base, Bien sûr. Ce projet de loi immigration de Gérald Darmanin, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'on va trop loin? Ou est-ce que finalement on va pas assez loin? Alors, voilà. moi déjà, positionnement clair par rapport à ça. Vous voulez que je commence par quoi? Enfin, tu veux que je commence par quoi? Sur le projet de loi en tant que tel. Alors, moi, le projet de loi en tant que tel, moi, je donne mon opinion, hein, mais je pense que c'est de la poudre aux yeux pour évacuer le problème. On va attendre de voir comment va être si elle est mise en place, comment va être mise en place la loi. Est-ce qu'elle sera respectée aussi? Parce qu'il y a aussi ça. Je trouve que Gérald Darmanin a souvent tendance à mentir, à dire des choses qui parfois ne sont pas vraies, tout simplement. Pas vraies, tout à fait. Oui, que voilà, la délinquance, elle est que dans les banlieues, alors que bon, il y en a partout. Parce que ce qui est grave pour un ministre de l'Intérieur de mentir sur un sujet légal qui est clair, qui peut être vérifié, tout simplement. En fait, ça demande juste un effort qui n'est pas utile et que la plupart des gens ne feront pas. Moi, je te dirais qu'il y a une question que je me suis toujours posée quand les politiques nous mentent.
Enfin, est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'on regarde ? Justement, non. Ouais, parce que voilà, Parce que les gens le font pas. Mais est-ce qu'ils nous prennent pour des abrutis ? Alors ça, c'est un autre débat, hein, évidemment, mais Toi, tu as le sentiment qu'on te prend pour un abruti. bah, il y a quand même des fois où, genre, bon, là, évidemment, je suis fatigué, j'ai pas tous les exemples, j'ai pas beaucoup d'exemples, j'en ai pas du tout, mais par exemple, il y avait un moment où Darmanin, je crois, était soupçonné d'avoir écrit pour le journal L'Action française. Il y avait eu ça et il avait dit que non, alors il en avait écrit. C'est pas son premier scandale. Oui, non, mais c'est ça, et je trouve que. Alors bon, je prends Gérald Darmanin parce que voilà, on est en plein dedans, mais je trouve que. Il y a vraiment cette idée que. Peut-être que. Alors après, c'est peut-être sous un coup de sang et machin. Il y a peut-être un contexte derrière. Justement, si tu permets, Bien sûr. le contexte qu'on doit replacer, c'est la probable présentation de Darmanin aux prochaines élections et sa volonté de se rapprocher des partis de droite pour constituer une nouvelle alliance. Enfin, on ne sait pas, bien sûr, rien n'est officiel, c'est une supposition que je fais, mais justement en proposant ce projet de loi endurci, pour faire plaisir à la droite, entre guillemets, pour faire ce que Le Pen n'a pas pu faire, Ah oui, oui. ça pourrait être une sorte d'approche, de préparation du terrain pour la succession de Macron, tout simplement. Parce que juste pour savoir, pour toi, parce que moi j'avais vu qu'il y avait notamment Édouard Philippe qui était pressenti comme étant le successeur Bah après, d'Emmanuel Oui, Macron. on fera une autre émission Oui, là-dessus bah, aussi. oui, hein, on ne suivra vous aussi avec inquiétez grand pas, et intérêt. Je vous réinviterai, évidemment. Mais pour recentrer Oui, sur le pardon. sujet de l'immigration, c'est pas Excusez-moi. grave, ça arrive. Hein. Pour recentrer sur le sujet de l'immigration, je vais citer Michel Rocard. Michel Rocard, c'est un ancien Premier ministre qui nous a quitté, feu Michel Rocard, et qui le 6 juin 1989, à l'Assemblée nationale, citait ces mots. Je cite, « Il y a en effet dans le monde trop de drames, de pauvreté, de famine, pour que l'Europe et la France puissent accueillir tous ceux que la misère pousse vers elles. Il faut résister à cette poussée constante. » Je ferme la parenthèse. En résumé, on ne peut pas accueillir, selon lui, toute la misère du monde. C'est une phrase qui a été beaucoup reprise aussi dans les médias, par des responsables politiques, etc. Et donc, selon vous, finalement, partagez-vous la vie qu'avait fait Michel Rocard à cette époque et comment analysez-vous l'évolution de la situation sur ce sujet de l'immigration au cours de ces 30 dernières années ? Briac. Moi je pense que Michel Rocard a raison, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On a déjà assez de problèmes en France, on a l'inflation, on a quand même de plus en plus... Enfin moi je remarque dans mon quartier, j'habite à Paris, on a quand même de plus en plus de SDF. Et je pense qu'effectivement, on devrait d'abord se concentrer sur nos problèmes nationaux avant de s'occuper des problèmes internationaux. On est quand même, effectivement, alors c'est très contradictoire ce que je veux dire, mais on est quand même dans un pays d'immigration. On est quand même dans un pays qui a quand même une forte histoire autour de ça. Notamment pendant la Révolution française, on avait accueilli beaucoup de républicains de toute l'Europe, qui du coup ont apporté leurs idées. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de cette immigration pour typiquement les travailler. Enfin, le travail que voilà, on pourrait pas. Voilà, Travail, mais... les compétences. Complètement. Ouais. Et je pense que ça, c'est aussi un peu ce qu'on peut voir. Alors, tu m'arrêtes si je vais trop loin, mais par exemple, en Méditerranée, on peut voir que l'État a perdu un peu la main, si j'ose dire, au profit des ONG qui font un très bon boulot, d'ailleurs, je crois. Enfin, voilà, mais si, évidemment, il y a des pertes, et chaque perte est une tragédie. Ça, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et voilà, en 2014, il y a eu la création de Frontex, qui était censée être, je crois, si on l'avait vu en cours d'ailleurs, la police des frontières européennes. Et j'ai essayé de chercher s'ils étaient vraiment efficaces ou pas. J'ai pas trouvé grand-chose. Après, peut-être que j'ai fait mal mes recherches. Hein, voilà, mais On dira rien. Oui. En plus, c'est bien parce que là, je le dis vraiment à un moment où il faut pas. Oui. Et... Mais au moins, t'es honnête. Ah bah l'honnêteté prime toujours. Ah bah, ça je suis bien d'accord. Et donc, du coup, oui, et donc, je pense que il y a peut-être pas une dégradation, mais il y a plutôt une aggravation, je dirais, de la situation. Que voilà, on marginalise des personnes. On leur dit vous êtes pas bien, machin, voilà, parce que vous êtes descendant de tel ou tel. Donc, encore une fois, comme on a dit au début, il faut pas ramener à ça. Ça, c'est un peu
C'est pas le fond du Ah problème. ben oui, complètement. C'est ramener c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment évacuer la question. Alors que, alors bon, je vais être honnête, hein, tous les matins, je demande pas à mes amis qu'est-ce qu'ils se pensent de l'immigration, hein, parce que sinon déjà c'est bizarre. Puis moi, des gens avec qui je parle immigration, ils sont pas beaucoup, hein, j'avoue, et C'est pas forcément un sujet facile à... C'est un sujet un peu tabou, mine de rien. Bah, pour dire, on s'est vu ce matin en cours de géopolitique. Quand on s'est vu, on s'est pas tout de suite dit, ah bah tiens, on va parler d'immigration. Donc, C'est ça. Voilà. Vous vous êtes vu ce matin? Ouais, bah, on est dans la même formation. Ouais, on avait cours de géopolitique. Ah oui, non, mais mais on pouvait pas mieux rêver. Ah ouais. Et on en apprend tous les. D'ailleurs, c'est une révélation de scoop ce soir, c'est incroyable, hein. Ils se connaissent? Bah, Oui, pas alors, vraiment. oui, alors on s'est vu ce matin. non, je ne le connais pas, je me solidarise totalement de. Ah non, pas du tout. Non, mais on a commencé vraiment. On s'est dit bonjour déjà. C'est important. La oui. politesse, pareil, c'est comme l'honnêteté, ça c'est. Puis moi, je pensais que c'était important de se rencontrer quand même avant un peu le débat. Toi, tu lui as dit bonjour en retour. Bien sûr, bien évidemment. Nous sommes restés courtois, polis, dans un esprit républicain, Eh ben voilà, c'est important. comme toujours. Voilà, et c'est le sel de ce débat ce soir, et je vous remercie aussi parce que c'est un débat qui se déroule bien, et donc il y a une confrontation d'arguments, mais c'est intéressant de voir ça. Et du donc, coup, je je me t'en prie. déterminais quand même pour que. Voilà. Pas de soucis. Voilà. Prends ton temps. Et donc du coup, je disais quoi Oui, donc du coup, on a évidemment, donc du coup, on doit accueillir des gens, c'est notre devoir, du coup, de payer des droits de l'homme quand même. Mhm. Ce débat tourne quand même un peu en rond. Que voilà, faut on doit effectivement accueillir des gens, mais voilà, faut que ces gens s'intègrent à la République. Je pense que la majorité font. Attention, je dis pas que voilà, tout le monde ne veut pas, mais comme d'habitude, il y en aura toujours qui voudront pas. Et ça, effectivement, c'est un peu triste, sachant que notre République est quand même faite pour que le maximum de gens puissent s'y intégrer. Et du coup, on revient au problème de l'école, du coup, parce que la première formation, c'est quand même l'école. C'est quand même là où on apprend toutes les bases en éducation civique et morale. Et on peut voir... Non, je vais pas me lancer là-dedans. Hein. C'est vrai que le sujet, c'est pas l'éducation, mais Oui, c'est un sujet intéressant. Non, mais On en a fait, parlé il y a quelques temps, et on en reparlera c'est certainement, peut-être un peu tiré par les cheveux et peut-être voilà, mais enfin, on peut Peut-être, prendre, Sofiane, réagir sur Allons-y. voilà, sur la partie du propos de. Bien sûr, de Briac, sur le fond, je suis d'accord avec oui. toi, mais encore une fois, c'est toujours important d'ajouter un peu de nuance. Oui. Déjà, une chose qui me dérange relativement par rapport à la déclaration que tu as lue tout à l'heure, Ouais. c'est le terme résister. On ne résiste pas à des migrants. C'est pas des groupes armés qui conduisent une invasion, comme c'est notamment dépeint en fait par la plupart des médias d'extrême droite, qui aiment beaucoup diaboliser et donc déshumaniser ces gens-là qui ne viennent pas parce que ça leur fait plaisir, mais plus parce qu'ils sont contraints, pour la plupart, la grande majorité. Mais pour le coup, je ne peux pas non plus dire qu'un monde sans frontières est possible. Ce serait utopique, parce que tant qu'il y a des inégalités, un monde sans frontières ne peut pas être possiblement établi. La mobilité n'est pas absolue. Il y a de grandes inégalités par rapport à ça. Mais donc, au final, je pense que dans une République française bercée par des valeurs universalistes, l'immigration, qui doit être régulée parce qu'encore une fois, on fait trop peu la différence entre l'immigration illégale Bien et sûr. légale, Ouais, bien sûr. devrait l'être sur des principes universalistes et donc sans distinction entre les peuples, les origines, ce qui n'est pas du tout fait. Je peux citer le cas de l'accueil l'accueil massif et des réfugiés ukrainiens qui en fait tout a été fait pour les accueillir, pour les intégrer, pour qu'ils puissent s'associer en fait aux sociétés qui les accueillent, comme ce qui ne peut pas absolument pas être dit des réfugiés syriens qui n'ont connu que mépris, que reflux, que mauvais traitement au final, à part peut-être l'Allemagne bon, c'est notre histoire pour l'Allemagne parce qu'il y a aussi cette volonté de se repentir, mais au final il y a une vraie distinction qui se fait entre les migrants selon leurs origines, et ça c'est pas quelque chose qui doit être acceptable. Il y a aussi un autre point qui est très important. Encore une fois, dans cette volonté de régulation de l'immigration, qui est nécessaire, je suis d'accord, il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent, mais la source de déstabilisation de la plupart des régions d'où viennent ces migrants sont souvent occidentales.
Et pour le coup, pour la Méditerranée et pour l'Afrique en général, c'est un point très important. J'aimerais parler du cas de la Libye, qui justement, ce texte a été repris, cet extrait a été repris par l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui est responsable de la désintégration de l'État libyen. C'est un sujet à part, mais qui est très choquant par rapport à toutes les affaires de corruption, de conflits d'intérêts qu'il y a eu. Mais comment en fait les politiques ont pu s'immiscer, conduire en fait à une guerre injuste, à une guerre qui a déstabilisé une région entière et qui a ouvert une porte béante à l'immigration illégale. Aujourd'hui, la Libye est devenue une plaque tournante pour toutes ces personnes qui souhaitent atteindre l'Europe à tout prix, même au prix de leur vie. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que l'Europe a sa part de responsabilité dans le départ de ces migrants. Si les régions d'où ils venaient n'étaient pas déstabilisées de la sorte, ce ne serait pas aussi facile pour ces mouvements massifs de venir jusqu'aux portes de l'Europe. Bien sûr. Briac, une réaction, des nuances aussi. Alors, moi, tu tu parles de l'accueil des migrants. Moi, je vois surtout l'après-accueil, où on voit des... Enfin, moi, je trouve que c'est juste inhumain de faire des camps avec, qui sont avec des tentes et ciel ouvert, si j'ose dire, qui sont du coup, je trouve, ne sont pas vraiment représentatifs de ce que devrait être l'accueil français, où justement, on devrait mieux les accompagner, mieux les aider. Ça, effectivement, on pourra, alors théorie, mais on pourra peut-être y arriver si on arrive à mieux s'occuper déjà de ce qu'on a. Et puis, moi, je vois souvent sur Instagram des vidéos assez choquantes, enfin, c'est pas vraiment choquantes, mais plutôt assez impactantes sur des gens qui expliquent qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, machin, mais ils peuvent pas, en fait. En France, on a quand même une certaine idée de qu'est-ce qu'est l'immigration. Et je pense que c'est assez triste quoi, de ramener toujours l'immigration au négatif, alors qu'on peut le voir aussi au positif. Et je pense que l'Europe a effectivement sa part de responsabilité dans ce qui se passe dans le monde, déjà en tant que puissance. En tant que puissance, tout à fait. Qui projette son influence sur d'autres pays. Totalement. Ce qui n'est pas le cas des pays d'origine des migrants. Souvent, c'est quand même des pays qui ont été soumis à la colonisation. Pour le cas de l'Afrique. Oui. Je prends le cas de l'Afrique, mais voilà. Et effectivement, quand ils ont été, ils ont toujours appris le français à l'école, qui, je crois, est toujours appris en Afrique, dans certaines régions Justement, d'Afrique. c'est quelque chose qui change. C'est quelque chose qu'on ne prend pas en considération en France, mais beaucoup de pays africains, je peux parler de l'Algérie, du Mali, qui interdisent l'enseignement du français. Ils interdisent. Oui, en Algérie, récemment, cette tradition a été prise. Le français n'est plus enseigné à l'école, il a été remplacé par l'anglais. Et t'en penses quoi, toi, de cette... Personnellement, en tant qu'Algérien, car je le suis, je considère que cette interdiction du français, c'est une forme d'opposition à l'élite intellectuelle algérienne qui s'oppose en fait au pouvoir, ce qui d'un côté est au bénéfice du gouvernement, parce que ça permet en fait de déconstruire tout un groupe qui peut menacer en fait le système en place. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que j'ai grandi avec le français, donc je suis quand même assez attaché émotionnellement à cette langue, parce que je suis plus à l'aise avec elle et parce que je me sens plus proche de cette langue que de l'anglais. Je pense que c'est aussi problématique parce que ça entraîne des enjeux d'éducation dont l'État n'est pas encore prêt à assumer les conséquences. Aujourd'hui, les universités en Algérie sont francophones, pas anglophones. Donc, pour imposer des changements aussi brusques du jour au lendemain, ou juste par ego nationaliste, on veuille bousculer en fait tout un système au détriment des étudiants, je pense que c'est un choix qui, à court terme, sera à perte pour l'Algérie. Mais à long terme, peut-être que ça arrangera plus la France et l'Europe, vu que sans génération francophone, vu que j'en suis je suis la dernière génération francophone algérienne, il y aura beaucoup moins de migrants qui choisiront la France comme lieu d'émigration. Briac.
Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est important l'anglais reste une langue internationale. Hein. Ça reste quand même une langue. On est censé la parler partout. Enfin, Tu parles anglais, toi? Yes, very much. Ah ouais. I love cookies. Of course. Yes. Pareil. The same you want to say. Bonjour. Guten Tag. On se comprend. Et du coup, je pense que vraiment, l'anglais, c'est une très bonne initiative. C'est vraiment une bonne idée dans un esprit de mondialisation qui, justement, fait que l'anglais est quand même devenu la langue prédominante. Puis voilà, je pense que c'est... Après, il y en a certains réacs qui vont dire que ça fait un peu décolonisation jusqu'au bout, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on souhaite à toute nation qui veulent l'autodétermination, de pouvoir justement se détacher de leur passé pour pouvoir justement passer vers un avenir plus radieux. On l'espère. C'est beau ce que je dis. Ça pourrait presque être de toi. C'est de moi. Je ne pensais pas. Je suis poète à mi-temps. Ah, à mi-temps seulement? Ah oui, pas à plein plein. Bah alors pourquoi? Parce que La l'histoire. crise, l'inflation, tout ça. Ah, l'histoire. L'histoire? Ah, l'histoire. Ah bah forcément. Je vis pour l'histoire. Tu vis pour l'histoire? Ça c'est beau aussi. Ah, il Mais- est historien. Hein. Mais peut-être que tu vis pour la géographie, moi je ne sais pas. Non, lui, non, il vit, non, je vis pour Stratège. Bah, ça me Pourquoi permet de faire de la pub pour Stratège. Petit coucou à Stradale Voilà, 77. bien Hein. sûr, évidemment. Des réactions par rapport aux propos de Briac, et puis ensuite on va passer très rapidement à une autre question, juste pour... Je pense que c'est plus une excuse, le motif de décolonisation, parce que autant en fait la bilinguité ou la trilinguité, c'est un avantage, c'est un bonus, ça reste un atout, et je pense que ce choix il n'est pas tellement motivé par la volonté en fait de meilleur, mais plus de rancœur. Et c'est ça que je trouve dommage. D'Artagnan, dans le chat, tu m'as dit qu'il y avait une question, une interrogation, Je vais laisser faire de Flavinou77. Bah ça tombe, il est là. Hein, Ah t'as non, pour reconnu. être honnête, ce n'est pas moi, c'est mon père. Il s'est pas créé de compte Twitch, donc il m'a dit. Ah envoie bon, ce bah message. bonjour papa. Hein, Mais voilà, je, tant qu'à je faire. préfère rebondir même sur un autre message. Après, Bien sûr. je lirai celui de mon père. On a Garni Jules qui dit que le problème c'est que le débat ne donne pas sur l'immigration, mais sur la manière dont on accueille les étrangers. Donc soit on les assimile, idée de la droite et de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils abandonnent leur culture originelle, ou on les intègre. Ça c'est plus donc les idées de gauche, donc ils peuvent mélanger leur culture. Donc bon, je vous propose de réagir à ça. Et ensuite alors Le papa. le papa, si j'y arrive à le... Hop là. Qu'est-ce qu'il dit le papa? Le papa il dit, alors sur l'origine soi-disant occidentale de tous les mouvements d'immigration, donc exemple la Libye, c'est ce qu'on était en train de débattre, enfin ce que vous étiez en train de débattre plutôt. Où sont... alors les Libyens ne migrent pas. Parce qu'ils sont pas très nombreux en fait. C'est une goutte d'eau dans l'océan. La Libye n'est pas un pays à forte démographie certes, mais en termes d'effectifs, c'est négligeable. Entendu, donc une réponse. Voilà. Il disait en second temps, et où est l'origine occidentale des millions de Syriens évoqués par le charmant débatteur? Les migrants viennent de partout, Afghanistan, Érythrée, pays En pauvres fait- subsahariens. Pardon. En fait, Donc, là, je le voulais, charmant débatteur va répondre. je voulais juste faire la différence entre réfugiés et migrants. Parce que j'avais pris comme premier exemple le cas des réfugiés ukrainiens. Donc, pour donner un cas équivalent, j'ai... Oui. Ah, ok. Parce Comme que le papa, il est Oui. dans la caméra en fait qui est là, tu vois. C'est j'ai pris le cas des fascinant la technologie. J'ai pris le cas des Syriens parce que j'avais comparé au cas des Ukrainiens, qui sont tous les deux des réfugiés de guerre. Et pour le coup, il y a eu la participation active des puissances occidentales. Je peux prendre aussi le cas de l'Irak, hein. Mais bon, pour le coup, la France était opposée à cette intervention. Mais ici, c'était plus dans un cadre général, donc pour l'Europe et les États-Unis. La guerre en Syrie, c'était pas seulement les Syriens entre eux, c'était pas une guerre civile. Il y a bien eu un conflit extrapolé entre des puissances occidentales comme les États-Unis, la France, mais aussi la Russie, et qui est encore le cas aujourd'hui.
Bien, merci dans le chat. Hein, continuez à réagir. On est là jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, on donnera le sondage tout à l'heure, évidemment. Donc, merci d'alimenter la discussion. On passe maintenant à une nouvelle question qui sera un petit peu, finalement, la dernière question de notre émission ce soir, avant la petite surprise. Je n'en dis pas plus. J'ai hâte. Les jeunes dans tout ça. Bah oui, parce que, bon, c'est une émission aussi, je le répète assez souvent, consacré aux étudiantes, aux étudiants et à la jeunesse dans sa globalité. Remarquez-vous une évolution de l'opinion sur cette thématique au cours de ces dernières années au niveau de l'opinion des jeunes? Alors peut-être que vous en parlez pas forcément beaucoup de ce que j'ai compris, mais avec votre famille peut-être, et puis même vous, peut-être que l'opinion que vous avez a évolué. Comment vous situez-vous par rapport à ça, Sofiane? Est-ce que tu en parles avec ta famille? Est-ce que voilà Pas énormément, mais dans les rares occasions où ça arrive, c'est plus un sentiment de peur, si je peux le dire comme ça, où en fait on a l'impression que c'est un rejet en bloc, c'est un mur auquel on fait face, parce que forcément quand on est entre nous, je veux dire dans le cercle proche, familial, amis proches, etc., on n'a pas toute l'image du tableau. Quand on a tendance à ne pas aller vers l'autre par peur de sa réaction ou de son avis, de ses idées, on a tendance à se refermer sur soi-même et à penser que tout le monde est contre nous. Et encore une fois, oui, si je peux apporter une comparaison historique par rapport à ça, c'est... Attention, parce que là, il y a Briac qui va au grain. Là, historique... moi, ça me fait plaisir, vas-y. Hein. Là, Un géographe attention, par là. l'histoire, ça fait toujours plaisir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un souci de mémoire en France, où on a tendance à répéter les mêmes erreurs du passé, où je vais prendre le cas de l'Algérie française, où on pouvait voir trois populations, les pieds noirs, les juifs naturalisés français et les musulmans. Pendant l'occupation de Vichy, les juifs algériens se sont vus retirer la nationalité française. Et en fait, c'est face à ce constat de l'échec en fait, de l'intégration, où qu'importe en fait ce qui pourrait être écrit sur le papier, la France refusera toujours à ceux qui sont différents d'être français. C'est face à cette peur du rejet constant, qu'importe ce qu'on fait, qu'importe les efforts, qu'importe le rapprochement, qu'en définitive à la fin de la journée on ne sera jamais réellement français, ou du moins pas assez aux yeux des autres. C'est cette peur-là qui nourrit la plupart des angoisses de mes proches. Briac, tu partages cette référence historique? Alors, moi, c'est peut-être un peu un débat historiographique, machin, mais pour moi, Vichy, c'était pas la France. Bien sûr, ce n'est pas la France. Ouais, non, mais du coup, on peut pas dire que c'est une erreur du passé, car c'était pas la France. Mais le souci, ce serait par rapport à comment a réagi la population locale. Comment la majorité des Français n'ont pas contesté ces décisions. En même temps, c'était un peu la patate chaude. Hein. En même temps, si on reprend l'histoire parce que moi je suis plutôt historien contemporain, donc plutôt le 20e siècle. Enfin, l'Algérie, personne ne voulait y aller. Personne ne voulait lancer la décolonisation parce qu'il savait très bien qu'il allait y avoir des problèmes. Le seul qui a eu le courage d'y aller, c'est le général de Gaulle, Ouais. qui est allé, qui a fait des erreurs avec les harkis. Hein, Ouais. On a quand même fait n'importe quoi, on va le dire. Mais de là à dire que les erreurs se répètent. Après, comme on dit, l'histoire est un éternel recommencement. Hein. Justement, On connaît cette rhétorique, mais je pense que du côté français, on ne peut pas vraiment dire ça. Que la France, par sa nature de république, alors, on tourne vraiment en rond, hein, dans cette idée de république justement, et dans l'intégration des autres. Et on a eu, je vais prendre un exemple. J'espère que ça va être bien compris. C'est notamment, par exemple, pendant le Second Empire, où justement on a eu un empereur à la place d'un président. Et justement, cet empereur Napoléon III était dans l'idée qu'il était autant l'empereur des Français que des Arabes d'Algérie. Mhm. Et du coup, dans sa vision, il portait autant d'importance au peuple français qu'au peuple algérien. Et voilà,
on a eu ça pendant la République, hein. Évidemment, on a essayé de fédérer l'Algérie et la France. D'ailleurs, je crois que l'Algérie était un département français. Oui, mais le Et ouais, souci c'était qu'il y avait la différence sur le terrain entre les Français de papier et les Français musulmans. Ça, après, c'est symptomatique de la colonisation. Ouais. Mais dans toutes les colonies qui soient, il y a toujours une préférence aux pays colonisateurs. Enfin, après en France, on a eu le cas de l'Indochine où justement on a essayé de créer une élite cultivée. On a eu Ho Chi Minh et voilà, on a essayé, ou d'ailleurs on a eu des immigrants pendant la première guerre d'Indochine, on en a eu qui sont venus en France. Et voilà, et je crois d'ailleurs là, je pars complètement dans un autre débat. Et voilà, on est vraiment dans une, je pense, dans la République, dans une dynamique du coup d'assimilation, mais pas dans l'idée qu'ils abandonnent leur culture. Bien sûr. Parce que si on abandonne sa culture, moi je trouve que c'est abandonner son passé. Et l'homme qui abandonne son passé est condamné à répéter les mêmes erreurs encore une Winston fois. Churchill. Non, si, je sais pas. Ah bah pour moi c'est Winston Churchill qui justement avait dit qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est voué à leur vivre sans cesse. Et je trouve que ça c'est très vrai, parce que même dans tous les pays qui soient, ils ont une histoire, ils ont un passé. Nous en France on a c'est un peu on a quand même le roman national de Michelet qui étudie l'histoire par ses figures et non par ses peuples. Donc ça veut dire qu'on explique aux gens que votre descendant c'est Clovis, mais on est beaucoup plus c'est pas bien ce que j'ai dit. Ah mais si. Ah non, mais mais je sais pas, vous faites des grands gestes. J'ai peur. Moi je fais des grands gestes. J'ai peur. T'as dû voir passer un mirage. Moi, mais moi donc. Mais en tout cas, pour revenir sur Sofiane, on sent qu'il y a eu beaucoup de dialogue avec ta famille. On sent que c'est une histoire aussi. T'en as beaucoup parlé avec peut-être des grands-parents, tes parents. Plus mes amis qui partagent mon âge que ma famille. Dans ta famille, on en a pas forcément beaucoup parlé. Non, c'est pas. Est-ce que c'est tabou ou est-ce que c'est finalement Un peu relativement. quand même, oui. Ouais. C'est pas un sujet c'est pas un sujet facile où on peut s'aventurer. Oui, par contre, avec tes amis. Avec mes amis jeunes, il y a une plus forte compréhension parce qu'on partage le même quotidien. Ouais. Parce qu'en fait, on voit la France à travers un regard neuf qui a été épargné relativement, disons, des rancœurs du passé. Et on a du mal en fait à se projeter dans cette situation de clivage où les autres sont différents et où le vivre ensemble est impossible. Si je peux quand même, j'aimerais bien revenir sur ce que poser la toute dernière question de ce soir. J'aimerais juste faire la différence entre la vision de Napoléon III et la vision de la République après sa destitution, qui étaient deux visions complètement différentes. Dont, changement de régime oblige. C'est ça. D'où la colonie à la place du deux États en un, qui était voulu par l'empereur. Et aussi par rapport à Vichy, ce n'est pas la France, certes, mais pas pour l'extrême droite. Quand on reprend les propos de Zemmour qui nie la participation de Pétain je suis bien d'accord, à l'éviction des Juifs et au génocide, on voit bien que dans les discours extrémistes et haineux qui sont repris par une partie de la contestation populaire, même chez les jeunes, ce qui est, je trouve, le plus dommageable, parce que, encore une fois, on voit que l'éducation faillit sur certains domaines. C'est ça, en fait, le souci, c'est que, certes, la droite peut apporter une solution différente, mais pour autant, est-ce que tout peut être acceptable ? Allez, non. Pardon. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Toute dernière réaction, Briac, avant de faire un tout petit point sur le live. Écoutez, je sais pas quoi dire. Moi, je sais pas. Pas mon vélo. Je crois que c'est l'heure qui fait que mais je sais pas. Je pense que. Je pense quelque chose. Voilà, je pense quelque chose, mais je ne le dis pas. Voilà, Tu excusez-moi. te mures dans un silence modeste. Je suis obligé. C'est une référence qu'on a ensemble pour pas faire de private joke. Pourtant, c'est le D'Artagnan, cas, hein. tout dernier point sur le live. Est-ce qu'il y a eu des réactions, des commentaires, des questions? Non, pas grand-chose. Si tu veux, il y a le résultat du sondage. Ah, alors juste avant, parce que je pensais qu'il y avait des questions, des réactions, non, par rapport à ça.
Bon, oui. Spécial. Non, Toi aussi, pas tu m'as l'air un peu spécialement. blasé, dis non. donc, c'est la fin de Non, l'émission. là. non, pas du tout. Non Non, Non, ok. Non, mais... Dernière question, messieurs. Moment de stress, moment de tension, d'exaltation. Oh là là, incroyable. Petit jingle, évidemment, le tribun de la semaine. Allez, en avant. Il est beau le jingle pour introduire cette toute dernière question, messieurs. Et le sondage qui sera donné ensuite par D'Artagnan concernant cette question. En 1 minute, comme tout à l'heure, en 1 minute, essaye de convaincre l'audience. Les 27 personnes qui sont présentes, je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde à une heure aussi tardive. C'est d'habitude ça chute et là Ouais, c'est. merci beaucoup. Merci à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup. En 1 minute, essaye de convaincre l'audience de ton positionnement en matière d'immigration. C'est un petit peu un résumé de ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure finalement. Et on va commencer par Briac, qui a regardé sa montre comme ça. Oui, parce que je veux être sûr de bien faire 1 minute pile et de pas empiécer en plus. Et moi je pense que l'immigration est un sujet qu'il faut traiter, qu'il faut qu'il soit discuté par tous les bords politiques, droite, gauche, extrême ou pas, et qu'il faut qu'on se fasse notre idée, nous les jeunes. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça. Ah bah oui, bah, Voilà, qu'il faut qu'on montre déjà qu'on est là, qu'on a des convictions, et montrer que même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, on peut discuter dans un esprit calme et posé. Et voilà. très succinct, bravo. Je sais. La pression sur Sofiane. Oh, ça va. Non, non, toi tranquille. 1 minute. Je t'en prie. Tout d'abord, pour revenir sur les enjeux de l'immigration, il y a des enjeux aussi bien culturels qu'économiques que démographiques. Pour répondre aux besoins et aux limites de la France, on doit privilégier une immigration pragmatique et décomplexée, sans récupération politique, et donc sans distinction entre les origines de ces migrants, donc sans différence de traitement, qui s'inscrit dans les besoins de la France, sur tous les plans, et particulièrement les métiers en tension, à ceux qui souhaitent sincèrement d'adhérer au projet français, si on peut appeler ça comme ça, et qui, en tant que francophiles, et qui adhèrent aux valeurs de la République, souhaitent rejoindre ce grand ensemble et faire vivre le vivre ensemble. Merci Sofiane. À vos votes sur le live, bien sûr, l'occasion m'est donnée de ces quelques secondes, de ce laps de temps pour vous remercier. Merci Sofiane. Merci Loïc. Merci Briac. Merci Loïc. D'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait vivre ce débat. Merci à Marie. Merci à Mélanie pour leurs 2 chroniques fort intéressantes. Merci à l'ensemble de l'équipe qui était là ce soir. 2 dernières petites informations concernant la campagne de dons. Nous faisons une campagne de dons pour faire vivre ce média étudiant. Et donc, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, les tribuns sur Instagram. Et dans le Linktree qui est présent sur notre bio, vous avez l'ensemble des informations. Chaque euro compte, donc n'hésitez pas. Voilà, petite information à passer comme ça. Et puis, les élections étudiantes, ça sera le fil rouge de la semaine prochaine avec ce grand débat. Donc, lundi soir à 19h sur cette antenne avec Amanda de Tribun et Nathan de Radio Rec. Voilà, un débat d'1h30 qui sera fort intéressant également. D'Artagnan, le résultat des 2 sondages. Ouais, donc on a déjà le premier, le deuxième Ouais. étant en route, n'hésitez pas à voter. Ouais, le premier. Déjà, attendez, il y a un bot, je vais le bannir. Il y a un quoi? Un bot bot. Qui envoie des messages. Ah bah. Mais que disent ces messages? Justement, on peut pas les lire, c'est en Ah. chinois ou en Pas russe. grand chose. Ah bah ça résout le problème. Voilà, comme ça. Bravo. Vraiment très constructif dans un live français. Bref. Pardon? Très constructif dans un live français de mettre du chinois ou du russe. Ces propos t'appartiennent. Donc, premier sondage. Premier sondage. C'est Sofiane qui a gagné avec 70%. Oh, bravo Sofiane. Merci. Et bravo à Briac qui n'a pas démérité. Hein. Ah mais je là, reconnais il y a le je reconnais ma défaite. Il y a le Si ça, deuxième c'est pas sondage noble. qui est en route.
Donc, Et le second sondage est en route. Entre On nous, laisse c'est pas encore, tellement une quelques confrontation. instants. Quelques instants. bah, voilà, non. pour vous Parler de remercier, défaite. voilà, je vous Ah, de toute remercie, façon, on n'était pas prêt à évidemment. se rejoindre dehors avec les coups. Oui, bah, c'est pour ça, évidemment. Merci d'avoir été avec nous lundi 19h. Et puis, on se retrouvera pour une autre émission dans 2 semaines. Voilà. Quelques secondes qui ont peut-être suffi. Bon, allez. Alors, On ferme le vote. on ferme le vote. À vos votes. C'est fini. Et c'était 56% pour Sofiane. Oh, bah alors, carton plein. On peut applaudir encore une fois Sophia. Allez, C'est Briac, hein. Voilà. Et on se quitte là-dessus. À dans 2 semaines et à lundi 19h pour les élections étudiantes et le grand débat. Ciao.